Au lendemain du sommet de Washington qui a réuni les Européens et le président ukrainien autour de Donald Trump, les discussions se poursuivent mardi 19 août. Mais pour quel résultat tangible? Il est encore très difficile de le dire à cette heure. Reportage au front dans le Donbass où les Ukrainiens ne sont pas prêts à abandonner les armes. Le rendez-vous est fixé dans un sous-bois de la région de Donetsk. Face à nous, des artilleurs ukrainiens, leur mission est de ralentir la progression des soldats russes dans le Donbass. Les visages sont fatigués. Ces dernières semaines, Moscou a multiplié les attaques dans leur direction. Depuis la reprise des négociations, les Russes sont plus actifs. On nous parle de cessez-le-feu, mais ici c'est plutôt l'inverse, témoigne un soldat de visage masqué. Aucun répit, une cible a été repérée et les soldats n'ont que quelques secondes pour enlever les branchages qui camouflent leurs canons. Il faut ensuite charger l'arme plus vite. Ici, tous sont engagés dès le début de la guerre. Voilà 3 ans qu'ils se battent pour défendre le Donbass. Alors pour eux, pas question d'abandonner ce territoire à la Russie. Si on abandonne dans 5 ou 6 ans, ils nous attaqueront à nouveau, assure Manuel, commandant d'unité d'artillerie, 25e brigade. Un autre abonde, c'est douloureux, surtout quand tu essaies de défendre ce territoire, quand tu as beaucoup d'amis qui ont vécu ici et qui ont perdu leur maison. Et ça veut dire que tous les frères d'armes sont morts au combat pour rien. Dans le Donbass, très peu de soldats ont suivi la rencontre entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Lundi, leur priorité est ailleurs, car sur le terrain, la guerre ne s'arrête jamais. Dans un centre de commandement tenu secret, il faut donc scruter sans relâche le moindre mouvement des troupes russes. 12 hommes viennent justement d'être repérés par un drone. Là, ils sont 2, puis ils seront 4, à la fin, ils seront 10. Et là, ils deviennent dangereux, nous avertit le commandant du centre du commandement du 1er bataillon 25e brigade. Comme leurs camarades au front, ils ne croient pas que Vladimir Poutine ait réellement envie de mettre un terme à la guerre. Pour eux, les demandes de Moscou sont synonymes de sacrifice. C'est notre terre, que dire de plus? Comment pourrait-on être d'accord pour l'abandonner? Qui serait d'accord pour abandonner sa maison juste parce que son voisin la réclame? Pointe le commandant. Les discussions diplomatiques suscitent peu d'espoir chez les soldats qui ont tous le même sentiment, la même conviction. Ils en sont sûrs, la guerre va durer encore longtemps. Peut-on parler d'espoir? C'est sans doute trop tôt, mais après des semaines de tractations infructueuses, le Hamas a fait savoir lundi 18 août qu'il donnait son accord à une trêve en échange de la libération dans un premier temps de 10 otages israéliens vivants. Israël n'a pas encore répondu officiellement. Nouvel espoir d'un retour de certains otages israéliens et d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Lundi 18 août, le Hamas a accepté une proposition portée par les pays médiateurs. Israël doit encore se prononcer. Sur la place des otages à Tel Aviv, les Israéliens sont partagés entre espoir et réserve. Il y a déjà eu plein de propositions d'accord. À chaque fois, on a de l'espoir, mais on a peur d'être déçu. Livre une habitante, malheureusement notre gouvernement trouve toujours une bonne raison de ne pas signer d'accord à la dernière minute. Donc attendons de voir, ajoute un autre. Une trêve de 60 jours dans la balance. Selon la presse israélienne, l'accord prévoit notamment une trêve de 60 jours et la libération de 200 prisonniers palestiniens en échange de la remise de 10 otages israéliens vivants et de plusieurs corps de captifs. La libération des otages restants se ferait dans un second temps, un délai qu'Israël pourrait refuser. Le Hamas a accepté l'accord sans demander de modification, preuve que le mouvement palestinien est affaibli, selon Benjamin Netanyahu. Tout cela donne le sentiment que le Hamas subit une pression insoutenable, a déclaré le Premier ministre israélien. Depuis le 18 août, l'armée israélienne intensifie ses opérations près de la ville de Gaza. 1,2 million d'habitants, les Gazaouais, ont du mal à croire à un cessez-le-feu imminent. On pensait que les attaques allaient diminuer après que le Hamas a accepté l'accord, mais
Les bombardements se sont intensifiés, témoigne un habitant. Selon la presse israélienne, l'État hébreu devrait donner sa réponse à la proposition de trêve avant la fin de la semaine. Il nous reste des heures difficiles, a prévenu le Premier ministre Pedro Sánchez, alors que les incendies ravagent toujours l'ouest de l'Espagne, notamment la Galice. Les pompiers mènent une lutte acharnée contre les flammes. Les habitants sont traumatisés et épuisés, certains ont tout perdu. Les flammes ont emporté avec elles toute une partie du hameau de San Vincent de Lara, éventré les maisons et réduit en cendres et en débris tout ce qui se trouvait à l'intérieur. Cet incendie, le plus important de l'histoire de la Galice, a ravagé la maison familiale de Rosana Fernandez. C'était le lieu de nos réunions de famille, de nos fêtes, livre-t-elle désemparée. Ce jour-là, elle était ici avec les siens. Ce bruit assourdissant, on ne voyait pas le feu, il n'y avait que de la fumée, ajoute-t-elle. On pensait que le feu allait venir d'en bas, mais il est aussi arrivé par derrière, explique Christian Barrio, un autre sinistré. Les habitants traumatisés. L'incendie a pris tout le monde de court, à tel point que certains habitants sont allés sonner les cloches du village. Carlos Fernando, lui, n'a pas voulu le quitter malgré le danger. Il est l'un des deux miraculés de cet incendie. Par où pouvais-je sortir? Il n'y avait aucune sortie. Les balcons tombaient, les murs tombaient. Décrit-il, l'heure est au déblaiement pour les militaires et l'opération est risquée avec les tuiles qui risquent de leur tomber dessus. Plus d'eau, plus d'électricité et un paysage méconnaissable pour Félix Pérez. C'est très triste, très douloureux. Nos anciens vont disparaître avec la peine de voir ce paysage irrécupérable, regrette-t-il. Les incendies qui n'ont pas fini de ravager ces paysages, une vingtaine de feux sont toujours actifs en Espagne mardi 19 août au soir. À Londres, le traque contre les pickpockets se joue aussi sur les réseaux sociaux. Ces derniers mois, les vols de smartphones ont explosé dans la capitale britannique. Un jeune Brésilien de 30 ans a donc décidé de s'attaquer à ce fléau en se filmant en train de pourchasser les voleurs et parfois de les interpeller. Devant les monuments iconiques de Londres, Diego Galdino passe incognito. Pourtant, il est ici en mission. Le Brésilien de 32 ans, installé dans la capitale britannique, est un chasseur de pickpockets. Son arme, son téléphone, sa méthode bien rodée. Sur les réseaux sociaux, il filme et publie les visages des voleurs qui s'en prennent facilement aux touristes dissipés et n'hésite pas à les interpeller. Des pickpockets passablement irrités par le jeune homme, mais pas de quoi décourager le livreur de repas à domicile qui passe ses journées dans les rues et qui en avait assez d'être témoin de ces vols. Jour après jour, je les vois en train de voler, je les surprends et je publie des vidéos quotidiennement. Nous explique mais le trentenaire souhaite avant tout alerter. L'idée, ce n'est pas de me battre avec les pickpockets, je veux simplement sensibiliser les gens. Un procédé qui divise. Un procédé utilisé par d'autres utilisateurs de réseaux sociaux, car à Londres, un téléphone est volé tous les 6 minutes. Dans le simple quartier de Westminster, où se trouvait Big Ben, et le palais de Buckingham a enregistré 32 000 vols à l'arraché en un an. Alors les touristes sont divisés sur les méthodes de ces chasseurs de pickpockets. J'ai déjà vu ces vidéos, il a raison de les dénoncer. Approuve un homme, mais une riveraine fait valoir un autre avis. Je ne suis pas très fan d'exposer les gens sur les réseaux sociaux. C'est un peu une zone grise selon moi, admet-elle. Car contacter la police de Londres n'a pas souhaité commenter l'action de Diego Galdino et elle met en avant ses propres opération qui aurait conduit à une réduction de 15% de vols en quelques semaines.